Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Les Arabes disent « Les montagnes ne vont pas les unes vers les autres, mais les hommes ont été créés pour se rencontrer. » À la mémoire de mon ami Abdul Rahman. Citoyen d'Alep. Préface. Dès le début des événements qui ont récemment ébranlé plusieurs pays du monde arabe, il m'est apparu de manière évidente que les analyses produites à leurs propos, et parfois jusqu'aux faits rapportés, ne correspondaient pas à la réalité d'un terrain autrement plus complexe qu'on pouvait l'envisager à l'aune de la très poétique expression qui allait immédiatement s'imposer et synthétiser ces révoltes sous une étiquette générique. Le printemps arabe. Historien et politologue, impliqué depuis des années dans l'étude de plusieurs des États du monde arabe, je m'étais initialement emballé, comme d'aucuns, pour ces soulèvements, porteurs d'espoir et a priori synonymes de liberté. Mes contacts dans les pays où se produisaient les troubles m'ont cependant rapidement fait comprendre que la vision eurocentrique de ces événements, fonction de postulats erronés, rendait caduque leur interprétation telle qu'elle était généralement proposée. Une émergence globale de la société civile, dans un monde arabe présenté comme un monolithe socio-culturel et économique, très souvent comparé au printemps des peuples qui avait révolutionné l'Europe en 1848. C'était connaître bien mal en effet la pluralité des nations arabes et les différences considérables qui les distinguent les unes des autres. C'était aussi ignorer le passé de chacune d'elles, qui recelait maints épisodes similaires aux révoltes du printemps 2011, dont la seule originalité en fin de parcours fut qu'elles avaient ressurgi au même moment, en tout cas dans 6, voire 7 ou 9 des 22 pays aujourd'hui constitutifs de la Ligue arabe. Seuls furent en effet touchés par des troubles la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Bahreïn, le Yémen et la Syrie, le Maroc aussi dans une mesure fort moindre, et d'une manière plus limitée encore, la Jordanie et l'Algérie. C'est dans ce contexte médiatique mal informé et peu pertinent qu'il m'est apparu important, sinon indispensable, de me rendre sur les différents théâtres de ce printemps arabe, pour y observer directement autant qu'il fut possible de le faire, les réalités des événements en cours et y recueillir les éléments et informations nécessaires à entendre plus précisément ces bouleversements apparents et ce à quoi l'Europe, si proche, et le reste du monde allaient être confrontés. Après avoir rencontré les principaux acteurs de la révolution tunisienne, j'ai ainsi gagné le Caire et la désormais célèbre place Tahrir. J'y ai constaté la montée en puissance des frères musulmans qui, en parfait accord avec l'armée et l'ancien establishment, ont rebattu les cartes du pouvoir et cadenassé la révolution. À plusieurs reprises, je me suis rendu en Libye, sur le front, avec les rebelles, au cœur du chaos d'une guerre clanique, encouragé par les visées haineux accent aigu au colonial et les appétits gaziers et pétroliers de quelques puissances occidentales, et habillé en révolution populaire ce qu'elle n'a jamais été. Puis, au Yémen, j'ai assisté aux pseudo-élections du 21 février 2012 qui ont remplacé le président Saleh par son vice-président, Hadi, candidat unique à reprendre les rênes d'un pays où rien ne changeait. Je suis arrivé trop tard au Bahreïn, dont le souverain avait déjà écrasé la contestation dans le sang, avec l'aide des chars de son allié saoudien et l'accord tacite de Washington, dont pas un des 3000 soldats présents dans le pays qui héberge la flotte états-unienne du Golfe Persique, n'a été mandé pour interrompre le massacre. En Tunisie, la révolution a en revanche surmonté la plupart des obstacles. Les nombreux entretiens que m'a accordés le président Monsef Marzouki m'ont donné la certitude que le pays a réussi à triompher de la dictature, c'est-à-dire de l'entièreté du système et de ceux qui en profitaient, même si depuis lors, la révolution doit faire face à de nouveaux dangers. L'islamisme dénada, le salafisme galopant qui se nourrit des difficultés socio-économiques, et aussi un retour de l'ancien régime, dont l'une ou l'autre figure jouant sur la confusion ambiante, promet de restaurer l'autorité de l'État à une population qui, dans son ensemble, n'a pas encore tout à fait tourné la page et réclame un homme fort capable d'assurer la stabilité et l'ordre. Enfin, c'est à la Syrie que j'ai consacré le plus d'attention, à ce pays où se joue le dernier acte du printemps arabe, à cette scène tragique sur laquelle se déroulent les épisodes poignants d'une guerre romantique. Probablement, avec la Tunisie, s'agit-il de l'autre seule véritable révolution de ce printemps-là. Lorsque j'avais approché la révolution syrienne pour la première fois, en juillet 2011,
J'avais eu l'occasion de me déplacer partout sur le territoire, de Damas à Deraa, au sud, en passant par Soueda et Bosra, dans le Djebel Druze, à Homs, Hama, puis dans la région côtière, au-delà de Safita, pour rejoindre Alep ensuite, et Deir ez-Zor à l'est, sur les rives de l'Euphrate. Alors que les médias occidentaux accusaient le régime d'empêcher les journalistes d'entrer dans le pays, et faisaient état d'une situation catastrophique, présentant une Syrie à feu et à sang, sur base de quelques images de manifestants filmés en plan rapproché et fournis par des contestataires en réalité très peu nombreux, mais soucieux de grossir l'importance de leur mouvement, j'ai commencé de dénoncer cette désinformation, ce qui m'a valu bien des inimitiés de la part de journalistes et de chercheurs qui, absents du terrain, appréciaient guère et d'autant moins que je remis sans question leurs assertions. J'ai aussi reçu quelques critiques, quolibets et noms d'oiseaux formulés par des contradicteurs divers, manifestement en mal d'argumentaire concret. Muni d'un simple visa touristique, sillonnant la Syrie dans tous les sens, j'avais témoigné du calme relatif qui régnait dans le pays. J'avais été suivi de peu par de rares journalistes, mais non des moindres, tels Alain Grèche, Le Monde diplomatique, et Gaëtan Vanet, Radio Suisse romande, qui avaient eux aussi réussi à entrer en Syrie. Leur rapport avait confirmé les miens à propos d'une révolution, qui, pour reprendre le mot du journaliste belge François-Jeanne Dauté, se faisait attendre. Mais nous demeurions très isolés. J'avais aussi démontré le caractère peu fiable de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, une organisation basée à Londres, source quasiment unique dont tous les médias ou presque relayaient la propagande sans le plus petit soupçon critique. Ainsi, le 15 juillet 2011, je me trouvais à Hama, lorsque l'agence France-Presse, AFP, avait annoncé la présence de 500 000 manifestants dans cette ville de province de moins de 400 000 habitants, information répercutée tous azimuts. Sur base de mes photographies, on avait pu en dénombrer moins de 4 000 en novembre de la même année. L'OSDH, suivi encore une fois par tous les grands médias, avait prétendu que le siège du parti au pouvoir à Damas, le Ba'ath, avait été détruit par des tirs de roquettes de l'opposition, et la presse d'épiloguer sur la chute rapide du régime. Le lendemain, je publiais une photographie du bâtiment, intact, la une du jour d'un grand quotidien européen à l'avant-plan. En décembre et en janvier à nouveau en Syrie, je faisais état des grandes manifestations en faveur du régime qui avaient lieu à Alep, à Damas, à Tartous, dans toutes les grandes villes du pays. Les chrétiens, les alaouites, mais aussi d'autres minorités telles les druzes, et même une partie de la communauté sunnite, dont tous les membres ne sont pas de fait favorables à l'instauration d'un État islamique en Syrie, soit une majorité de la population qui craignait que l'opposition fût manipulée par les milieux islamistes radicaux, et redoutait une guerre civile, espérait éviter une révolution violente et soutenait les promesses de réforme institutionnelle du président Bachar al-Assad, lequel avait en outre annoncé la tenue d'élections libres. Le printemps de Damas, en 2000, qui avait suivi son élection à la succession de son père, défunt, bien que furtif, laissait croire que peut-être le fils aspirait à d'intelligents progrès. De même, son mariage avec une sunnite donnait à espérer la réconciliation de la nation, la fin des antiques querelles qui opposaient la minorité alaouite à la majorité de la population syrienne. Ces constatations me valurent d'autres critiques et même des sanctions de la part d'institutions auxquelles j'appartenais. Les condamnations furent d'autant plus virulentes que, pour obtenir un visa, j'avais accepté l'invitation du gouvernement syrien, qui savait pouvoir compter sur mon impartialité et n'avait à l'époque pas grand-chose à cacher, sinon les habituelles violations des droits de l'homme, enlèvements et tortures pratiques de ce régime tyrannique que personne n'ignorait depuis des décennies. Ce pourquoi j'avais bénéficié d'une liberté telle que, en forçant un peu la main à mes guides, j'avais pu me déplacer à nouveau où je l'avais souhaité sans avoir de compte à rendre. J'avais rencontré dès lors les rebelles à Homs, où j'avais pu m'entretenir avec leur porte-parole, l'actrice alaouite Fadwa Suleiman, et j'avais aussi rejoint les leaders de la contestation à Hama. Et ce tout en rencontrant par ailleurs les autorités bassistes à Damas, c'est-à-dire en recueillant les différents points de vue des protagonistes en présence. En mai, les choses avaient changé. L'ambassade de Syrie à Bruxelles, sans me l'avoir refusé, rechignait cependant à me procurer un visa. Je suis donc entré en Syrie par la frontière libanaise. Un contact, membre d'une ONG active à Beyrouth, m'avait indiqué le poste frontière par lequel passer, où je pouvais recevoir un visa simplement en m'y présentant.
C'est ainsi que j'ai gagné Damas. Mais l'ambiance n'y était plus la même. Entre-temps, en effet, le 7 mai, s'étaient tenues les élections annoncées par le président Al-Assad. En fait d'élections libres, il s'était agi d'une vaste mascarade électorale, comme à l'accoutumée, dont avait été exclue toute forme d'opposition crédible, qualifiée de terroriste et déclarée inéligible. La population, qui avait placé sa confiance dans les engagements pris par le gouvernement, s'en était sentie profondément trahie et dans les semaines qui avaient suivi le scrutin, la plupart des villes et villages de Syrie s'étaient insurgés contre le régime. En juillet 2011, j'avais rencontré pour la première fois le père jésuite Paolo Dalloglio, supérieur du monastère de Marmusa, situé dans le désert près de Damas. Il faisait partie de ceux qui croyaient à un changement dans la paix. Mais un an plus tard, je l'ai revu, en exil. On m'a demandé « Mais pourquoi as-tu changé si radicalement ?» m'a-t-il dit. « Toi, le prêtre, l'homme des petits pas du dialogue, pourquoi appelles-tu maintenant à prendre les armes ?» C'est parce que dans les premiers mois, nous avons pensé sincèrement que M. Bachar al-Assad serait l'artisan du changement, et qu'il rendrait ainsi l'honneur à sa famille. Mais les élections n'ont pas été démocratiques. Il était interdit aux exilés de se présenter. Nous avons été très déçus, de toute évidence. Damas apparaissait désormais comme en état de siège. Fini, les grandes manifestations pro-Assad, tandis que les rues étaient partout sous la garde des miliciens du régime. Par ailleurs, partout, la population s'était soulevée, et la répression jusqu'alors modérée et cachée avait cours au grand jour et s'exerçait sans plus aucune retenue. Homs s'était bombardé sous les yeux des observateurs dépêchés par l'ONU dans le cadre du plan Annan, lesquels étaient eux-mêmes pris pour cible. Le spectre de la guerre civile s'était évanoui. La révolte ne s'était pas transformée en un affrontement opposant sunnites et chrétiens, alaouites ou druzes. Les chrétiens avaient d'ailleurs refusé d'être armés par le gouvernement, qui le leur avait proposé, et le nonce apostolique à Damas, Monseigneur Mario Zenari, avait déclaré qu'il s'agissait désormais d'une révolte populaire face à un régime tyrannique. En outre, les insurgés, qui avaient depuis longtemps pris les armes pour se défendre de la violence croissante de la répression, s'organisaient de mieux en mieux, se revendiquant d'une armée syrienne libre, disciplinée et confessionnellement plurielle. Dans ce nouveau contexte, les observateurs étrangers, même les plus impartiaux, n'étaient plus les bienvenus. Après avoir eu le temps de me rendre à Homs, à Talbizer, à Stan et à Hama, autant de villes que je trouvais en révolte armée, j'ai été arrêté à Talkalak. Transféré à Homs, j'y ai reçu une sévère leçon. Frappé, électrocuté, j'y ai en outre assisté au martyre de dizaines de malheureux, témoins des pires tortures exercées par les sbires du régime, sans que ma présence n'ait à aucun moment semblé gêner les tortionnaires. Interné ensuite plusieurs jours à Damas, j'ai finalement été expulsé, à la demande des autorités belges, prévenues de mon sort. Telle demeure donc la nature de ce régime, qui a manqué l'occasion d'entrer dans le XXIe siècle et de se sauver lui-même, préférant la confrontation brutale avec son peuple, plutôt que de s'adapter à ses revendications légitimes. Bachar al-Assad, indiscutablement, a raté son rendez-vous avec l'histoire. Poursuivant mon travail d'observation, j'ai passé 3 autres séjours en Syrie, en juillet, en août puis en octobre et novembre 2012. Je me suis rendu à Alep, là où peut-être est en train de se tisser l'avenir de cette révolution qui, abandonnée par toutes les démocraties occidentales, se débat, seule, face à la machine de guerre du pouvoir. Je suis arrivé à Alep le jour même où le gouvernement al-Assad lançait sa contre-offensive, en réponse au soulèvement des rebelles. Plus librement qu'auparavant, sans dissimuler en aucun cas mon engagement en faveur des opposants à la dictature, j'ai décrit au jour le jour tout ce qui se jouait autour de moi et dont, à certains moments, j'étais moi-même l'acteur involontaire. Ce sont ces récits que je propose ici aux lecteurs. Initialement publiés dans le quotidien belge Le Soir en juillet et en août, ces chroniques, augmentées de textes inédits rédigés en octobre et novembre, détaillent 3 longues semaines, vécues au cœur de la bataille d'Alep, 3 semaines d'intense souffrance, d'horreur quotidienne, mais d'humanité aussi. Pierre Piccinin d'Aprata, Venise, novembre 2012. 1. La mère de toutes les batailles. Antakya, 26 au 28 juillet 2012. À l'annonce des événements qui se préparaient en Syrie, le soulèvement d'Alep, je me suis mise en route,
tout droit de Tunis, où je rencontrai le président Marzouki au palais de Carthage, pour gagner Adana, dans l'est de la Turquie. De là, par la route, j'ai rejoint Antakya, aux confins du pays. Il ne reste rien de l'antique Antioche, mère des églises chrétiennes d'Orient. Dans la province turque du Hatay, le Sancak d'Alexandrette, arraché à la Syrie par la Turquie, en 1939, avec la complicité du protectorat français, la vie paisible et morne des paysans suit son cours, pas même perturbée par les drames effroyables qui se jouent à quelques kilomètres de là, derrière la frontière syrienne. Je devais y retrouver Manal, un de mes contacts, rencontré à Hama, en décembre 2011. Il y coordonnait les manifestations, et m'avait permis de visiter les dispensaires clandestins où les contestataires soignaient leurs blessés. Recherché en tant qu'activiste, sa vie était en grand danger et fin juin, il avait été exfiltré vers la Turquie. Depuis le début des événements, en mars 2011, Hama a été l'un des fiefs de la rébellion. Pendant des mois, ses habitants ont manifesté de manière pacifique. Beaucoup d'entre eux croyaient dur comme fer aux promesses de réforme du président Bachar al-Assad et condamnaient sévèrement les premiers signes de militarisation de la révolution, que j'avais déjà constaté lors de mon premier séjour d'observation, en juillet de la même année, à Homs notamment. Mais aujourd'hui, même à Hama, on espère l'arrivée de l'armée syrienne libre ASL, et même à Hama, on prie pour une intervention occidentale. Parce que aujourd'hui, Hama est sous le feu des snipers du gouvernement qui empêchent tout rassemblement, et l'armée occupe place et boulevards. Et aussi en mai, il y a eu les élections, ces élections libres et ouvertes à l'opposition, promises par Bachar al-Assad. Oui, mais voilà, les partis d'opposition ont été qualifiés de mouvements terroristes. Ils n'ont pas été autorisés à présenter leurs candidats. Et seule l'opposition officielle, au service du régime, a pu participer au scrutin. Depuis lors, les citoyens ont perdu toute confiance, ils ne croient plus aux promesses. Et les autorités n'osent plus organiser les manifestations fleuves en soutien au président, qui inondaient de monde les rues de Damas ou d'Alep, comme j'avais pu le constater en janvier encore. Le gouvernement a peur à présent de voir cette foule se cabrer brusquement et hurler au départ de Bachar, à la fin de la dictature, et devenir incontrôlable. Et le régime ne veut plus d'observateurs indépendants sur le sol syrien, aucun témoin. Même ceux qui ne lui étaient pas d'emblée défavorables et cherchaient à comprendre la réalité du conflit, sont devenus persona non grata. J'en ai fait l'expérience en mai, lorsqu'entré en Syrie par la frontière libanaise, pourtant muni d'un visa en règle, j'avais été arrêté par les Mourabara, les services secrets, après seulement quelques jours. Dans l'enfer de leur centrale de Homs, ils m'avaient fait comprendre que je ne devais plus être là avant de m'expulser 6 jours plus tard. Le message était clair, je n'avais plus rien à faire en Syrie. C'est que le régime, sûr de la protection que lui garantissent la Chine et la Russie, ne fait plus preuve d'aucune modération. Depuis la mi-mai, l'armée bombarde massivement toutes les villes insurgées, sans plus se soucier des observateurs de l'ONU déployés en Syrie dans le cadre du plan Annan, et les services secrets arrêtent, tuent et torturent les manifestants. Ils ne s'en cachent plus. Ils ne se sont pas privés de me le faire savoir lorsque j'étais en prison. J'ai tout vu et on m'a cependant laissé partir. 1 an et 4 mois après le début des troubles, le gouvernement de Bachar al-Assad n'a plus aucune légitimité. Mais il tient toujours, grâce à l'inertie de l'Occident qui n'a pas même accepté de donner des armes aux insurgés, et il pourrait tenir encore longtemps et réussir à écraser la révolution. C'est pourquoi plus de 100 000 Syriens ont fui les zones des combats et s'entassent dans des villes de tentes, derrière les frontières d'Irak, de Jordanie, du Liban et de Turquie. L'affolement de ces dernières semaines en a là précipité plus encore, et il est temps que les Nations Unies mobilisent les moyens nécessaires pour répondre à ce qui se dessine sous les traits d'une crise humanitaire. C'est dans un des camps de réfugiés de la province de Hatay que je devais retrouver Manal. Nous nous y étions donné rendez-vous. Mais quand j'y suis arrivé, il était déjà reparti. Il m'avait laissé un message: « Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne veux pas finir comme les Palestiniens, qui vivent dans des camps depuis 60 ans. Ma maison est à Hama, c'est là que je veux vivre, c'est chez moi. Tant pis pour les risques, je pars au combat. » J'ai en revanche retrouvé des habitants de Talbizet, une petite ville au nord de Homs. Le 16 mai, la veille de mon arrestation, j'y avais rencontré l'ASL qui tenait la ville.
J'étais le seul observateur sur place et il m'avait fait toute une fête. Quelques jours après mon retour en Belgique, j'avais appris que Talbizet était soumise à d'intenses bombardements. Mes contacts à l'intérieur de la ville m'avaient informé que plus de 80% de la population avait fui. Peu après, j'avais reçu leur dernier message: « L'armée est dans la ville, nous sommes tout seuls, personne ne nous aide, mais souviens-toi de nous. » Je me souviens d'eux. Ces gens démunis, qui vivent sous les tentes de l'armée turque, sans même savoir si leur maison est encore debout, n'ont pas pu me dire si Talbizet tenait encore ou si l'ASL y avait été vaincue. Il n'est pas aisé d'accéder au camp de réfugiés. L'ambassade de Turquie à Bruxelles m'en avait refusé l'autorisation, par respect pour l'intimité des personnes réfugiées, sikh, et sur place, la procédure demande plusieurs jours d'attente pour obtenir une réponse souvent négative. Les hôtels d'Antakya sont remplis de journalistes qui attendent en vain. Les autorités turques ne souhaitent pas la présence d'observateurs étrangers, et pour cause. Alors que la Turquie entend gérer seule l'afflux de réfugiés qui arrivent sur son sol, refusant l'aide proposée par d'autres États, les conditions de vie dans la dizaine de camps établis tout le long de la frontière sont proprement effarantes. C'est du moins ce que j'ai pu constater au camp d'Altinoju, au sud d'Antakya, l'un des 3 sites d'accueil de la province de Hatay. Et ce n'est pourtant pas le pire, à en croire les contacts qui m'ont permis d'y pénétrer. Les barbelés qui entourent le camp ne sont en effet pas partout infranchissables. Un menuisier, voisin du camp qui jouxte la bourgade, nous a laissé monter sur le toit de sa maison, depuis lequel il est possible le soir tombé de se laisser glisser dans le camp à l'aide de cordages. Tout de même mieux organisé que les camps de réfugiés au Liban, dont celui de Wadi Khaled, que j'avais visité en mai dans les mêmes conditions, le camp d'Altinoju se compose de vastes hangars de tôle, auxquels ont été ajoutés quelques files de tentes juxtaposées à l'enseigne du croissant rouge turc. Pas une herbe, pas un arbre. Par 42 degrés Celsius à l'ombre. Le manque de place est tel que chaque tente abrite 2 et parfois même 3 familles, entassées dans l'air suffocant et moite qui accable la province de Hatay tout l'été durant, tandis que de nouveaux réfugiés arrivent tous les jours. L'eau potable manque. Les sanitaires sont insuffisants et les toilettes débordent. Et les denrées se vendent à prix d'or, fonction d'un marché noir et d'une pénurie cyniquement entretenue par les gardiens du camp eux-mêmes, qui trouvent dans le malheur des familles réfugiées une manne inespérée. Dès lors, la nourriture fait parfois défaut, car coupées de leur parentèle et sans revenus, ces familles n'ont pas toute la possibilité de s'approvisionner régulièrement. Nous sommes reconnaissants au gouvernement turc de nous donner l'asile, m'a confié Samou, un jeune chrétien arrivé au camp début juin. Mais les policiers ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas les Syriens et ils exploitent notre malheur tous les jours. Ils n'ont aucune pitié. Moi, je préférerais être dans ma maison avec mes sœurs et boire le vin frais sous la treille du jardin, mais vous savez bien ce qui se passe chez nous. Ici, parfois, on n'a même pas d'eau pour se laver. Aussi, les coups de colère sont presque quotidiens. Les pauvres gens sont à bout, et certains ont déjà décidé de prendre le risque de retourner vivre dans ce qui reste de leur village. Ils ne veulent pas de nous ici, m'a lancé une vieille femme. C'est pour cela qu'ils ne nous donnent rien à manger, pour qu'on s'en aille et qu'on les laisse tranquilles. Mais la plupart n'ont pas le choix. Ce sont les familles des combattants de l'ASL qui les ont mis ici à l'abri. En Syrie, ils sont connus, c'est principalement le cas des déserteurs. Et la vie de leurs proches est dès lors menacée par les représailles du régime, qui veut faire des exemples pour dissuader d'autres militaires d'abandonner l'armée régulière. Mais sachant leur famille à l'abri, les hommes peuvent aller se battre pour renverser la dictature. Pourquoi je me batte ? M'a répondu Mounir, 42 ans, sunnite. Vous ne savez pas, vous, en Europe, ce que c'est d'être humilié tout le temps. Il faut payer des pots de vin pour tout. Il faut payer la police, ils peuvent prendre votre maison s'ils veulent. On a pris l'appartement de mon cousin. Un homme qu'il ne connaît pas s'est installé chez lui. Il a demandé des comptes au gouvernorat et on l'a arrêté. Les policiers l'ont frappé en prison pendant 3 jours, je n'ai pas reconnu sa figure quand il est sorti sauf ses yeux. Moi, je ne veux rien que vivre avec ma femme et mes enfants, c'est tout. On a une chance de pouvoir changer ça, c'est pour ça que je me batte. Plus compliqué à infiltrer, le camp militaire d'Apédin, aussi situé dans la province de Hatay. Outre les camps de réfugiés civils, la Turquie héberge aussi ce qui se voudrait le quartier général de l'opposition armée.
Et c'est au camp d'Apédin que se rassemblent avec leurs familles, officiers et soldats déserteurs. Toutefois, les péripéties que j'ai traversées en mai m'ont valu la sympathie des combattants de la Révolution. Et à mon grand étonnement, la plupart d'entre eux me connaissent. Et mon nom est presque devenu un sésame, qui m'ouvre toutes les portes. J'ai donc eu l'opportunité de rencontrer le général Amro Faez et le général Mustapha Ahmed Al-Sheikh, commandant le Haut Conseil militaire de l'opposition. Le général Al-Sheikh était l'un des plus hauts gradés de l'armée syrienne. Il commandait l'armée du Nord, dans la région d'Alep. Rejoint par plusieurs officiers dissidents, il a créé ce Haut Conseil qui essaie de fusionner et de coordonner les différents groupes armés de l'insurrection, y compris le tronc historique de l'ASL, fondé par le colonel Riyad al-Assad, l'un des premiers officiers de haut rang à avoir pris ses distances avec Damas. Par chance, lorsque je me suis présenté à l'entrée du camp se trouvait aussi le professeur Ayash Salah, opposant syrien de longue date qui enseigne à l'université de Paris 7. Il nous a aimablement servi d'interprète. On laisse son passeport à l'entrée. Aucun appareil photographique n'est admis dans le camp, pas de téléphone portable. J'ai cependant pu dissimuler un dictaphone dans mon sous-vêtement et enregistrer mon échange avec le général Al-Sheikh. La Turquie vous aide-t-elle, général, dans la guerre contre le gouvernement bassiste ? Non. Nous recevons un support moral, mais c'est tout. Nous n'avons même pas un support logistique. Nous sommes en prison ici. On ne peut pas sortir. Et la France ? Certains médias ont affirmé que les services secrets français vous avaient fourni du matériel de télécommunication, qu'ils vous entraînaient à la guérilla urbaine dans les camps de réfugiés. J'ai moi-même répercuté ces informations. C'est faux. Ils ne nous ont presque rien donné. Et regardez-nous ici, vous voyez des camps d'entraînement militaire ? Avez-vous reçu des armes de l'étranger ? Très peu. Peut-être certaines régions ont-elles reçu des armes, mais ce n'est pas par l'intermédiaire du Haut Conseil. 2 offensives ont été lancées tout récemment les 17 et 20 juillet. La bataille de libération de Damas, d'abord qui est perdue faute de matériel lourd, on devait s'en douter, et l'ouverture d'un front dans le nord ensuite à Alep. Est-ce le Haut Conseil qui a ordonné ces opérations ? Non. C'est un groupe d'officiers de l'ASL qui a ordonné ces offensives, pas le Haut Conseil. Nous avons été informés 2 jours seulement avant l'offensive, à Damas. La bataille de Damas est perdue et beaucoup de gens ont été tués, mais il reste encore des combattants. Mais dans ce cas, quels sont les rapports exacts entre le Haut Conseil et ses officiers de l'ASL ? Qui les commande ? Comment s'organise cette ASL ? C'est compliqué. L'ASL, c'est un ensemble de groupes indépendants qui combattent sur le terrain. Et c'était un corps sans tête. Même le colonel Al-Assad n'a pas le contrôle sur ces groupes de combattants. Chaque région sur le terrain a son groupe de combattants et son chef. Ce sont surtout des civils qui ont pris les armes avec des soldats déserteurs. C'est pour cela que nous essayons de faire reconnaître ce Haut Conseil, pour coordonner les mouvements de ces groupes et rendre leur action plus efficace. Pour le moment, un peu plus de 50% des groupes combattants travaillent étroitement avec nous. Et ça évolue dans le bon sens. Les combattants comprennent l'importance de coordonner les opérations. Depuis 6 mois, nous avons réussi à organiser dans chaque région de Syrie un conseil militaire pour structurer tous ces groupes qui forment l'ASL qui s'en revendiquent. C'est nécessaire pour vaincre l'armée du régime, mais aussi pour éviter la prolifération de certains groupes salafistes, djihadistes, qui reçoivent, eux, de l'argent de certains pays, et les empêcher de semer le chaos en Syrie. Mais sans moyens, que pouvons-nous faire ? Or, pour l'instant, aucun pays ne nous aide vraiment. Il y a ici 24 généraux, prêts à servir le pays. Mais nous sommes seuls. Avez-vous entendu la déclaration des États-Unis, ce matin ? Ils savent qu'un massacre se prépare à Alep, mais ils ont dit qu'ils n'interviendraient pas. C'est une carte blanche pour le régime d'Al-Assad. Concrètement, que devrait faire l'Occident ? Vous fournir un appui aérien ? Nous n'avons même pas besoin d'un appui aérien. On a les hommes partout. Si seulement on nous donnait un peu de matériel, anti-chars et anti-aériens, en 10 jours, le régime est fini. Les Américains ont donné des armes anti-aériennes en Libye. Nous leur avons demandé la même chose, mais ils ont refusé.
Ils disent que si on donne ces armes à la révolution syrienne, elles vont tomber dans les mains d'Al-Qaïda. C'est faux. C'est tout le contraire. Par contre, à qui ont-ils donné ces armes en Libye? Pourquoi les Occidentaux ne vous aident-ils pas? C'est une difficile question. Pour résumer, l'ordre mondial a été construit par l'Occident sur plusieurs points d'appui. Au Proche-Orient, la Syrie en est un. Or, la révolution va contre les intérêts occidentaux. C'est pour cela que la révolution syrienne est abandonnée, sans aide. C'est une révolution orpheline. Le coût humain est horrible. Officiellement, on parle de 20 000 morts. Mais c'est sans compter tous les disparus. La Russie et la Chine croient combattre l'Occident. Mais en appuyant Al-Assad, elles servent l'équilibre qu'il a mis en place, basé sur la misère du tiers-monde. Les États-Unis soutiennent les Israéliens, qui supportent Bachar al-Assad parce qu'il s'est entendu avec eux. Il sert de garde-fou aux combattants palestiniens réfugiés en Syrie. Depuis 40 ans, la Syrie n'a pas tiré une balle contre Israël. Et ils ont surtout peur que la Syrie, devenue indépendante, renverse le rapport des forces dans la région, déconstruise l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale et remette en question leur contrôle des pays du Golfe et donc, du pétrole. Nous essayons d'être libres, mais vos gouvernements, ils sont contre notre liberté. Autre chose. Que va-t-il arriver aux chrétiens et aux alaouites, la communauté du président Al-Assad? On a parfois l'impression en Occident que c'est une révolution sunnite. Absolument pas. Ils auront leur place en Syrie, comme maintenant. Ce sont les gouvernements occidentaux qui habillent la révolution syrienne de la sorte. Mais la société syrienne a toujours vécu dans la diversité, sans violence. C'est le régime qui essaie de faire croire que la société va éclater. C'est vrai cependant, que le régime a piégé les alaouites. Ils ont été amenés à piller la société. Mais nous voulons faire comme Mandela a fait en Afrique du Sud, le pardon et la réconciliation, pour créer un État laïque et démocratique et mettre fin à ce drame le plus vite possible. D'ailleurs, il y a des chrétiens dans l'ASL, peu dans le Haut Conseil parce que les chrétiens ne font pas de carrière militaire. Ils sont avocats, médecins, commerçants, mais beaucoup de civils ont pris les armes avec l'ASL. Et des alaouites aussi. Le gouvernement ne s'appuie plus sur les chrétiens. Il avait proposé de les armer pour combattre la révolution, mais ils ont refusé. C'est bien la preuve qu'ils ne soutiennent pas le régime. Et si le régime acceptait de négocier avec vous? Non. C'est trop tard. Après tout ce qu'il a fait, il n'y a plus de négociations qui tiennent. De toute façon, la question ne se pose même pas. À la sortie du camp, un journaliste suisse attendait de pouvoir entrer sans succès. Je lui ai donné une carte de visite. Mais alors qu'il me demandait quelques informations, 2 gendarmes turcs se sont approchés, m'ont repris mon passeport des mains et m'ont demandé de les suivre. J'ai discrètement confié mon dictaphone aux journalistes. Ils l'ont arrêté aussi. Les gendarmes nous ont fouillés. Chaussures comprises. Le dictaphone était sur la table. Le journaliste n'a pas bronché. Nous avons réussi à faire croire que l'objet que je lui avais remis n'était que ma carte de visite, pour nous retrouver en soirée. Incrédule, l'officier a dû nous laisser quitter le camp. Ce samedi soir, je rejoindrai une unité de l'ASL. Les hommes m'attendent à la frontière, dont ils contrôlent plusieurs postes douaniers. Nous avons rendez-vous à Gaziantep, une petite ville à un long jet de pierre de la Syrie. Avant d'entrer à nouveau en Syrie, j'ai demandé que l'on m'apprenne à utiliser correctement une Kalachnikov, la seule arme à disposition des rebelles. Si nous rencontrions un problème. Je ne veux en effet en aucun cas retomber dans les griffes des services secrets. On peut bien sûr être très critique concernant la révolution syrienne. Je l'ai été, je le suis encore, et j'estime qu'il s'agit là d'une saine démarche. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle se débat dans des conditions extrêmes, sans aide extérieure et face à la machine de guerre d'un régime politique impitoyable, qui lui fait payer un lourd tribut en victimes civiles plus encore que militaires. Il ne faut donc pas se laisser distraire par des constatations certes pertinentes, mais secondaires, et oublier que les revendications des insurgés sont honnêtes et légitimes. J'entrerai avec ces hommes dans un pays en guerre, dont le gouvernement menace maintenant d'utiliser des armes chimiques. Depuis le vendredi 20 juillet,
l'ASL a déclenché une vaste offensive dans cette région autour d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie. Les massacres se sont succédés depuis 2 mois et il n'est plus temps de tergiverser. Il faut gagner ou mourir, m'a écrit Manal. Peu avant, elle avait lancé la bataille de libération de Damas. Ce fut un échec. Faute d'un soutien des démocraties occidentales, toujours imperturbables face à l'assassinat du peuple syrien par l'arsenal militaire du régime bassiste, l'ASL a dû reculer devant les compagnies de chars d'assaut et le déploiement d'hélicoptères de combat dans le ciel de la capitale. Et les quartiers insurgés ont été nettoyés des terroristes, selon le jargon de la propagande mise en œuvre par la télévision d'État. Le président Al-Assad l'avait annoncé. Désormais, c'est dans le nord, le long de la frontière turque, que l'armée régulière va concentrer ses efforts. C'est sur Alep, Idlib, Hama, avec les soldats de l'ASL, nous marcherons en direction de cette contre-offensive, qui a commencé ce matin et dont les mouvements les plus décisifs sont pour les prochains jours. Car ce n'est plus de Damas dont il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ici, à Alep, que va se jouer la mère de toutes les batailles, selon les termes du président Al-Assad. C'est maintenant l'heure de la bataille de Syrie. 2. Plutôt brûler Alep. Rétan aux portes d'Alep, 29 juillet 2012, hier soir avec Maher. J'ai quitté Gaziantep en voiture, accompagné de mon ami Domenico Chirico, grand reporter à la Stampa qui m'a rejoint en Turquie. Maher est un jeune Syrien de la région d'Alep, qui faisait ses études en Europe quand la révolution a commencé. Avec plusieurs de ses amis et son cousin, resté en Syrie, il a organisé un petit réseau dans le but d'acheminer vers les médias occidentaux les photos, vidéos et informations récoltées sur le terrain de la répression. Il nous accompagnera durant notre séjour. Il connaît le groupe de combattants qui contrôle la zone frontalière au sud de Gaziantep. Mais d'emblée, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Depuis quelques jours, les Turcs ont bouclé les frontières. Le poste de Kilis est fermé. Il faut donc entrer en Syrie par les chemins des contrebandiers et payer des passeurs. Leur prix est élevé. Ils savent que nous n'avons pas le choix et nous devons leur verser $400 états-uniens par tête. Une voiture tous feux éteints nous conduit d'abord à travers champs. Un peu plus tard, nous en descendons et on nous indique la route à suivre. Un petit chemin de terre qui serpente entre les oliviers. Surtout, restez sur le chemin, c'est tout droit, ne marchez pas sur les bas-côtés, ils sont minés. Nous atteignons une ligne de barbelés en rouleau, c'est la frontière. En rampant sous les barbelés, nous franchissons l'obstacle. Sac au dos, de nuit, à travers les collines, nous sommes entrés en Syrie. La difficulté était double. Éviter les patrouilles de la gendarmerie turque, qui craignent un afflux de réfugiés que la bataille d'Alep va déplacer. Contrairement à ce qui a souvent été affirmé par moi-même notamment sur base d'informations mal vérifiées, les autorités turques ne facilitent pas les mouvements des combattants de l'ASL qui tentent de trouver une retraite derrière la frontière. D'autre part, il faut se cacher d'éventuelles incursions de l'armée régulière syrienne dans la bande frontalière que l'ASL a réussi à contrôler. Le risque d'en rencontrer était d'autant plus grand, maintenant que le régime a lancé sur Alep la plus vaste offensive de toute l'histoire de cette révolution, conscient que la bataille d'Alep sera déterminante pour sa survie. Notre anxiété était vive, car la lune était presque pleine et le ciel bien dégagé. Or nous devions parcourir un peu de chemin à pied, complètement à découvert, dans un paysage de buissons et de rochers. Une patrouille de l'ASL nous a rapidement repérés. Safi ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.